ancien chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine. J'aimerais bien avoir votre expertise sur une entité de commando ukrainienne top secrète menant le combat contre Poutine. Il s'appelle les Dozors. On va voir des images. Nous disions tout à l'heure avec vous, Elisabeth, qu'on dirait presque au Netflix tellement c'est bien réalisé. C'est vraiment extrêmement bien. Qui sont les Dozors, vous qui êtes un expert des milices privées? D'abord, c'est pas une milice privée, il me semble. Top secret. Oui, c'est top secret. Ce sont des forces spéciales, vous avez raison, et qui sont destinées en fait à pénétrer le front. Alors, dans ce conflit qui est très conventionnel, on perce pas le front avec ce qu'on appelle la dérive sous voile. C'est pas en parachute. On appelle quoi, pardon? La dérive sous voile. En fait, dérive sous voile. Vous sortez d'un avion avec un parachute à 5000 mètres, et puis avec le vent, si vous voulez, vous allez faire 50 km, 60 km pour atteindre son objectif. Vous l'avez déjà fait vous-même, vous? Non, pas du tout. Vos troupes? Alors oui, dans l'infanterie de marine, il y a des réunions de parachutistes qui le font très régulièrement. Donc c'est une technique qui est éprouvée. Dérive sous voile, je connaissais pas. Dérive sous voile. Par contre, dans ce cas-là, c'est impensable. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est comme le 13e RDP chez nous, le 13e régiment de dragons parachutistes. Ils vont faire de la pénétration qui va durer pendant une semaine. Ils vont faire 300 km. Pourquoi vous dites qu'ils vont faire? Ils ne sont pas en action encore. Ça correspond à une certaine phase de la guerre. C'est logique parce que c'est partie du système. Si vous voulez percer, si vous voulez faire une contre-offensive, il va falloir mener des opérations sur les arrières. Alors soit les Russes utilisent Wagner et puis leurs forces spéciales principalement, et les Ukrainiens n'ont pas ça, et donc ils sont équipés d'une force spéciale qui est destinée à mener des actions sur les arrières. Et c'est en avant-garde de l'offensive? Oui, toujours, bien sûr. Toujours. Oui. Ils peuvent même déjà être en place. Quelque part, ils sont déjà sur place, ils observent, ils voient où sont les concentrations, où sont les ceux qui ont déjà débarqué sur la petite presqu'île de Kilburn pour tester les défenses russes. Et puis on voit qu'il y a des bateaux d'ailleurs dans leur équipement. Et puis ces gens-là, en fait, ces gens-là après, ce qu'ils font, ils percent, si vous voulez, ils vont creuser un trou. Alors c'est assez sauvage. Ils vont creuser un trou, ils vont rester pendant 3 semaines dans ce trou. Ah bon? Oui, c'est incroyable. Ils vont être à la fleur. 3 semaines dans un trou. Ah oui, mais ils restent un mois. Ils sont 2 dans un trou. Ils peuvent rester un mois. Et pourquoi faire? Mais pour observer tout ce qui se passe. Donc ils vont se mettre à un emplacement qui est prédéterminé au-dessus d'une route, d'une ville, que sais-je, etc. Puis ils vont observer tout ce qui se passe. Et ces garçons, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils savent absolument tout, qui est rentré, qui est sorti. Nous, on pensait que c'était de l'action pure, quoi, comme dans les films. C'est du renseignement. Oui, mais vous savez, l'action. L'observation. Oui, parce que vous savez, l'action pure, le conflit qui est là, c'est un conflit de haute intensité, avec du lourd, comme on dit. Vous avez Bakhmout, c'est un carnage. Donc, si vous voulez, le fait d'être léger, parce que ces troupes-là sont extrêmement légères, vous voyez pas de blindés, ils sont en train de nager, etc., avec des palmes, etc. Donc, c'est des unités extrêmement particulières qui sont destinées, en fait, encore une fois, à renseigner, éventuellement à mener dans l'armée française. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle le COS, oui. Excusez-moi de vous interrompre, c'est juste qu'on reçoit en direct les images, juste pour expliquer ce que vous voyez à l'écran là. Ce sont en images le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Gershkovich. On attend la décision en appel de sa détention. Donc là, vous voyez en direct la caméra qui se positionne. Est-ce qu'on peut dire que ce journaliste est un otage des Russes? Oui, on va dire ça comme ça. Quelque part, c'est quoi le message? Le message, c'était arrêter de communiquer sur la Russie, d'autant que en Russie, la communication est interdite, elle n'existe pas. Donc les étrangers, déjà c'est compliqué pour un journaliste étranger de communiquer à partir de Moscou en direction de l'Europe ou des États-Unis. Donc l'objectif, c'est de dire arrêtez. Et donc le message est reçu parce que je pense qu'il y a beaucoup moins de journalistes qui aujourd'hui montent des reportages sur le front. En tout cas, c'est très difficile. Les journalistes ont été évacués de la salle, donc nous ne vous montrerons pas, mais nous reviendrons sur ce sujet dès demain. Paola, vous aviez une question? Oui, dans votre livre, vous faites un focus sur les SMP, les sociétés militaires privées, et toutes les grandes armées, finalement, sous-traitent certaines actions comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada. Est-ce que la France a aussi des sociétés militaires privées? Est-ce qu'elle devrait s'en doter? Est-ce qu'il faudrait soutenir, finalement, en ces temps de géopolitique un peu bancale, des sociétés militaires privées françaises? Alors, encore une fois, la genèse des SMP ou des ESSD, parce qu'en France, on dit ESSD, donc entreprise de services de sécurité de défense. En fait, il y a une genèse. La genèse, c'est la chute du mur, la fin du pacte de Varsovie. Donc les armées, si vous voulez, ont baissé en budget, en effectif. Les Américains ont pris conscience en 2000 qu'ils avaient perdu 30% de budget d'effectifs. Et ils lançaient des opérations en Irak. Donc première opération indispensable, c'est-à-dire comment on peut compenser. Et donc en fait, à l'époque, c'est Dick Cheney qui était le ministre de la Défense. Rumsfeld d'ailleurs, que son successeur a suivi la même politique. Il a dit simplement, le soldat, il est rare, donc il est cher. Donc on va le concentrer sur son métier de combattant, de soldat, et tout ce qui
qui est périphérique, tout ce qui est logistique, formation, etc., peut être fait par les sociétés militaires privées. Et c'est là que vous avez Blackwater qui est arrivé. Et ils ont créé un business, puisqu'en fait, l'État américain a financé des sociétés qui sont bonnes, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout des... Alors, il y a une image un peu du Blackwater où ils ont fait... En Irak, ça s'est plus mal passé sur 2-3 sujets. Mais en fait... Très mal passé. Oui, mais en fait, que sur un sujet, à Nisour Square en 2007, là, c'était une panique générale sur un carrefour, mais il y a eu beaucoup moins, si vous voulez, il y a eu beaucoup moins de bavures, si vous voulez, avec les SMP américaines qu'avec l'armée américaine, qui était beaucoup plus violente que les SMP. La question de Paola, est-ce que la France finance l'État ou l'armée? Alors, j'allais venir, deuxième partie de votre truc. En fait, il fallait que je solidifie mon raisonnement. Donc, j'essaye du moins. Donc aujourd'hui, non. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, parce que la France, on n'a pas pris conscience de ça, on n'a pas senti le besoin. On est un pays vertical, centré sur Paris, etc. Mais il y a un problème. C'est le 22 février 2022. Et c'est la fin de la guerre d'Algérie. Notre modèle, si vous voulez, était fondé sur la guerre d'Algérie. Depuis la coopération militaire française était fondée sur la guerre d'Algérie. Un modèle pépère, tranquille, un peu embourgeoisé. On parle tous français, on est en Afrique, la vie, tout va bien. Le 22 février, c'est un choc incroyable. On réalise qu'il faut massifier. Et les préoccupations, elles sont en Centre-Europe. Comment on peut faire? Là, il va falloir sous-traiter. Et donc là, il y a aujourd'hui, depuis quelques semaines, on va dire ça comme ça, depuis un an, pour vous faire plaisir, il y a une espèce de prise de conscience. Et donc, moi, on me parle, on commence a les compétences. Ah oui, bien sûr, mais il y a pas de problème. Un officier. Alors, très vite, parce Claire. On parle beaucoup de Wagner. Qui est Mozart? Mozart, c'est le contre-pied de Wagner, qui a été créé par un Américain qui s'appelle Miley, qui était un personnage qui était comment dire, des forces spéciales, et qui s'est dit, je vais monter une petite opération perso. Ça, c'est vraiment américain. Le business domine. Donc, il se dit, tiens, en Ukraine, il se passe des choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'armée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en Ukraine comme journaliste pendant quelques semaines. Et là, il se dit, je vais monter un truc. Et il monte ce qu'on appelle une OMP, une smart OMP, quelque part une smart SMP, dans le sens où, il fait de la formation à l'armée ukrainienne, et deux, en même temps, il fait un peu des sandwichs et de la soupe pour les pauvres. Merci infiniment. Agir entre les lignes chez Marais Édition, et on vous réinvitera pour parler aussi de la milice Convoy.